Bonjour, c'est Christelle Cronier. Je vais vous présenter un entrepreneur très spécial. Jean-Marc Benelli, le président de Bizen, une SS2I innovante au management positif et bienveillant suivant la méthode Opal. Bonjour Jean-Marc. Salut Christelle. Selon vous, est-ce qu'on peut encore entreprendre en France ? Je sais que vous avez eu pas mal d'entreprises, vous êtes un multi-entrepreneur. Est-ce qu'on peut encore se lancer aujourd'hui ? Oui, enfin je pense qu'au contraire, même le gouvernement a plutôt pris les bonnes décisions, notamment avec la loi Pacte et puis tous les derniers amendements qu'on a eu là ces derniers temps, donc qui simplifient, on va dire, toutes les procédures pour pouvoir créer une entreprise, donc ce qui est pas mal pour un jeune entrepreneur. Et puis il y a beaucoup d'offres aujourd'hui qui existent sur le marché pour être accompagné. C'est quoi la loi Pacte ? La loi Pacte, en fait, l'objectif c'était en fait de simplifier un petit peu toutes les procédures administratives et donner un peu plus de levier aux entreprises. Ils ont intégré une notion qui est très intéressante, dont on parlera sûrement un peu plus tard, c'est la notion de raison d'être, c'est-à-dire que les entreprises se posent la question en fait de c'est quoi ma raison d'être, en gros si mon entreprise n'existait pas, qu'est-ce que ça changerait au monde. Donc on est sur des sujets là qui sont intéressants, la notion des RSE évidemment qui est de plus en plus forte pour les entreprises, surtout en ce moment. Et donc ces changements, ces transformations amènent aussi de nouvelles formes d'organisation et puis de nouveaux métiers. Donc ça aussi c'est assez passionnant. Vous mettez en place un nouveau modèle d'organisation dans votre société. C'est quoi un entrepreneur social pour vous ? Alors, en fait, nous, c'est vrai qu'on a entrepris là une bascule assez disruptive, dans le sens où on avait déjà initié pas mal d'actions au sein de mon entreprise pour justement essayer de casser le modèle pyramidal traditionnel d'une entreprise très orientée top-down vers du bottom-up et pour carrément passer l'étape supérieure. Donc nous, en janvier 2021, on a basculé dans les principes, on va dire, d'une organisation Opal. Donc l'organisation Opal, c'est une des méthodes d'organisation aujourd'hui, comme on peut entendre parler d'entreprises libérées, de lacratie, de sociocratie, qui viennent essayer de répondre justement à tous ces tous ces nouveaux défis qu'ont les entreprises. Et notamment, nous, qu'est-ce que ça a en fait changé foncièrement, c'est que les organisations Opal, en fait, ça vient déjà d'un écrivain qui a écrit effectivement un bouquin qui s'appelle Reinventing Organizations, s'appelle Frédéric Laloux, un consultant qui était dans le monde entier, se rencontrer justement ces entreprises qui avaient complètement switché de modèle organisationnel et de comprendre comment ils avaient fait et puis surtout les bénéfices qu'ils avaient générés. Et donc l'organisation Opal, en fait, elle est basée sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est le self-management, donc comment je m'autogouverne dans une entreprise. Donc ça c'est très très complexe puisque on est obligé de déconstruire tout ce qu'on nous a appris sur l'entreprise pour finalement se dire que on me donne effectivement des outils pour prendre des décisions, même s'il y a des processus évidemment qui permettent de valider ces décisions, mais ça c'est quand même très très particulier, on va dire, pour un salarié qui n'est pas du tout habitué à cela. Quel type d'outils par exemple ? Un exemple très très concret, je vais vous prendre un exemple. J'ai besoin d'une formation. Donc, en plus, on est dans le domaine de la tech, donc les formations sont vraiment des sujets très très importants. Et dans une entreprise classique, comment ça se passe ? Le consultant lève le doigt, il demande à son N+1, qui va demander à son N+2, qui va demander à la DRH s'il y a un budget ou pas, et puis ça redescend et on dit oui ou non. D'ailleurs, sans savoir pourquoi on dit oui ou non. Et très souvent, d'ailleurs, même, c'est la structure qui va organiser, planifier la formation. Chez Bizen, comment ça se passe ? C'est que en fait, chaque consultant est rattaché à une équipe de consultants et chaque équipe a son propre budget formation. Donc le processus chez nous il est très simple, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'une formation, la seule obligation que j'ai, c'est de réunir tous les autres membres de mon équipe, de leur présenter mon projet, de leur dire voilà, je veux une formation sur telle technologie, je me suis renseigné, voilà l'organisme de formation qui va bien, le coût que ça engendrerait, et donc je vais demander, solliciter l'avis des autres membres de l'équipe. Mais ce qui est très fort dans ce processus, c'est qu'on cherche pas le consensus. Contrairement aux entreprises traditionnelles, où en général, au bout d'un moment, on n'en peut plus parce que si on attend que tout le monde soit d'accord, ça peut prendre des mois, voire d'ailleurs, au bout d'un moment, le projet n'est plus d'actualité. Mais on va chercher en fait le consentement.
Et ça, c'est très fort, le consentement. Donc, en gros, je suis demandeur, mais c'est en même temps, c'est moi le décideur. C'est-à-dire, parce que moi, je sais de quelle formation j'ai besoin. Donc, chacun va donner son avis. Et au bout du compte, c'est moi qui vais décider. Donc, j'ai plusieurs possibilités où je confirme ce besoin de formation, où je vais l'amender. Je dis, ah ouais, vous avez raison, peut-être que c'est pas indispensable, ou peut-être qu'effectivement, tiens, il y a un autre organisme qui est peut-être moins cher. Ou troisièmement, je peux décider d'effectivement de pas le prendre. Mais au bout du compte, ces processus sont très forts parce que ça responsabilise vis-à-vis du groupe. C'est-à-dire que là, je suis pas vis-à-vis de l'employeur, c'est-à-dire que voilà, je dois à un moment donné aussi avoir ma responsabilité individuelle par rapport à une responsabilité collective, qui est de dire il y a un budget qui est alloué pour mon équipe, donc à moi aussi de convaincre les autres membres de l'équipe que cette formation est nécessaire pour moi. C'est de la co-construction finalement entre le manager, enfin les managers, les collaborateurs. Alors en fait, si vous voulez, on parle même plus, c'est effectivement de co-construction dans le sens où il y a plus de manager chez Bizen. Du tout. En fait, il y a des équipes, donc c'est très verticalisé. La seule fonction, si je puis dire, managériale qui a survécu à l'organisation Opale, c'est ma fonction, celle que j'occupe aujourd'hui, de directeur général. Mais le directeur général n'est plus le patron des équipes. C'est-à-dire que moi, je suis une sorte de servante leader, quoi. Je suis pour essayer d'inspirer, pour être sollicité, donc on me sollicite beaucoup pour me demander mon avis sur tel ou tel sujet, mais il n'y a plus de notion du tout de manager. Donc en fait, personne finalement autre que moi peut décider de quelle formation j'ai besoin, parce que moi je connais mes compétences, je sais quels sont mes besoins et comment le marché aujourd'hui évolue et à quel point c'est nécessaire que je puisse en permanence me former pour évoluer avec le marché. Ça doit plaire à beaucoup, ça. Complètement, ouais, non, c'est sûr que, en fait, nous, ça fait 2 ans, donc on a un petit retour d'expérience, donc il y a plein de choses qui marchent pas, hein, bien évidemment, mais on est vraiment dans un mode test and learn, quoi. C'est-à-dire, on teste, on apprend en permanence. Et donc, d'ailleurs, les organisations Opale se sont beaucoup inspirées des méthodes agiles, donc ça qui sont très connues dans les entreprises, donc comment on génère de l'agilité, et du lean management, donc comment on est en amélioration continue. Et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que on essaie en permanence de faire des petits ajustements. Donc, et ça, effectivement, ça plaît énormément. Après, entre plaire et se dire, j'arrive dans ce type d'organisation où parfois, c'est vrai que ça me rassure d'avoir quand même, malgré tout, un manager qui va prendre des décisions. On voit que le niveau de maturité, effectivement, n'est pas le même pour chaque salarié, que ça va demander parfois un travail un peu plus important. Et malgré tout, c'est vrai, dans chaque équipe, il y a ce qu'on appelle un coach facilitateur qui n'est pas un manager, mais qui justement va jouer ce rôle un peu de référent, notamment pour les nouveaux collaborateurs qui vont être onboardés, d'être celui qui va justement leur faciliter l'intégration dans l'équipe et s'assurer que tout se passe bien pour lui. Vous me disiez qu'il y avait 3 piliers. Je vous ai interrompu, donc vous m'avez donné le premier. Le deuxième, le deuxième, c'est la wellness. La wellness, on pourrait traduire ça par la plénitude. En gros, si on prend la pyramide de Maslow, c'est le dernier stade. On peut appeler ça le flow. Donc le flow, c'est en gros, c'est de se dire, en fait, on dit à chaque collaborateur, finalement, viens tel que tu es vraiment. Parce que plus nos relations sont sincères, plus elles seront transparentes et plus ça générera de la confiance. Et donc ça nous permettra d'être dans un cadre vraiment bienveillant. Et pour nous, ça c'est vraiment super important. Et donc de plus être justement dans ce jeu de rôle, même là j'ai participé tout à l'heure à un recrutement. Et c'est ce que je lui dis. Vous savez, chez nous, il y a plus de primes, il y a plus de, parce que souvent dans les ESN, comme on est sur un marché effectivement qui bouge énormément avec des taux de turnover très élevés, nos consultants sont très sollicités. Et donc les ESN, qu'est-ce qu'elles font ? C'est ce qu'on faisait nous aussi avant d'ailleurs. On donnait des primes de cooptation pour que les consultants nous cooptent. Donc c'est pratique, sauf que si effectivement mon incentive c'est la prime, moi ce qui va m'intéresser c'est de faire recruter le plus grand nombre de consultants. Comme chez Bizen il n'y a pas de prime, ça permet au consultant d'être très libre dans son discours. Et d'ailleurs c'est ce qu'on demande, c'est de dire au candidat n'hésite pas à challenger notre consultant quand tu vas discuter avec lui de ce qui marche chez Bizen, ce qui marche pas, parce que il n'aura aucun intérêt à essayer de te vendre la boîte, mais au contraire de te donner vraiment tous les inputs pour que tu puisses prendre ta décision au bout du compte. Et le troisième pilier, effectivement, c'est la raison d'être évolutive. Donc la raison d'être évolutive, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, cette notion de raison d'être, elle est intégrée à la loi Pacte. Aujourd'hui, il faut savoir un truc qui est quand même vachement intéressant, c'est que moi j'ai assisté récemment à un webinaire qui est organisé par la BPI et qui disait que les 40 entreprises, plus grandes entreprises françaises, donc du CAC 40, ont toutes
des initiatives entre guillemets dites opales, c'est-à-dire des initiatives en tous les cas dans ces entreprises pour justement, en tout cas, tester des nouveaux modes d'organisation. C'est quand même intéressant. Donc on sent que c'est un mouvement de fond qui est très fort. Et on a même une qui s'appelle Danone, qui a justement modifié sa raison d'être, c'est-à-dire dans ses propres statuts. Et la raison d'être, en fait, c'est quoi? C'est se poser une question toute simple, c'est de se dire, en gros, ma société s'appelle Bizen, donc Danone se posait la même question, si Bizen ou Danone n'existait pas, qu'est-ce que ça changerait au monde? Et donc ça nous pousse finalement à ne pas uniquement penser à des finalités économiques, sociales ou sociétales, mais aussi de se dire finalement en quoi on impacte aujourd'hui, par exemple, notre façon de travailler, en quoi ça change le modèle traditionnel des ESN, par exemple, en France ou dans le monde. Et ça, c'est un pilier qui est assez complexe. Par exemple, nous, on n'a pas encore trouvé notre raison d'être évolutive. On la cherche, on est en train de, parce que c'est pas un slogan, hein, c'est vraiment quelque chose qui doit être très très fort et partagé par tous les collaborateurs de l'organisation. C'est finalement redonner du sens à chacun dans son métier. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que c'est très aujourd'hui, tous ces termes sont hyper utilisés, quoi. Donner du sens, générer de l'impact, blabla. Je dis pas qu'encore une fois, hein, les entreprises sont pas sensibilisées à ça. Nous, on est plutôt justement, on communique très peu et on fait des choses, on agit, on essaie vraiment c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de réfléchir par rapport à des problématiques ou par rapport à des données qui nous sont demandées aujourd'hui, par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous, on prend jamais les sujets comme ça. C'est plutôt, on essaie toujours de se dire est-ce que ce qu'on fait est juste. Voilà. Donc c'est plutôt une sorte de boussole intérieure qu'on bouge en permanence. Et ça c'est plutôt top. Là, c'est drôle parce que je vais vous parler d'un entretien et juste après j'ai fait un entretien avec une consultante qui va nous quitter. Ça fait 6 ans qu'elle est chez Bizen et qui va rentrer dans un poste en fixe. Donc c'est vraiment pas pour la concurrence. Et c'était super quoi. Donc on appelle ça l'offboarding. Mais c'est vraiment c'était génial. Ce qu'elle m'a dit, tu vois, moi jamais je serais parti pour une autre SN que Bizen parce que ce que j'ai trouvé chez Bizen, je sais que je ne le trouverai pas ailleurs. Et ça, c'est cool, quoi. Quand on entend ça, c'est vraiment sympa. Et du coup, est-ce qu'il y a des exemples très concrets de choses que vous faites différemment avec vos collaborateurs en fonction de votre boussole intérieure? Alors, encore une fois, hein, on teste des choses, comme je l'ai dit, il y a des choses qui marchent pas. Et moi, très très vite, j'ai voulu effectivement disrupter un petit peu sur la notion de la rémunération. C'est un sujet sensible, c'est un sujet qui est complexe dans notre secteur, où encore une fois, comme je vous le disais juste avant, nos consultants, ils sont sollicités en permanence. Ils reçoivent plusieurs propositions avec des rémunérations juste complètement folles, qui sont d'ailleurs hors marché, mais c'est comme ça. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit capable de s'adapter et de proposer une politique de rémunération innovante. Et donc, j'ai fait un premier test avec une équipe où je leur ai dit, écoutez, on va fonctionner comme ça, je vais vous donner une enveloppe d'augmentation de salaire pour l'équipe. Et le processus sera le suivant. Donc, le coach facilitateur va demander à chaque consultant l'augmentation de salaire qu'il souhaiterait avoir. Et donc, chacun a dit, moi, je voudrais 3K, 3 000 euros, 5 000 euros, c'est bien. Et à la fin, le coach facilitateur, il a fait les totaux, il a dit, on a une enveloppe de 10, on est à 15. Ah, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un deuxième tour en disant, est-ce que chacun peut faire un petit effort, etc., etc. Donc, on a essayé, déjà de prendre la notion de rémunération de façon différente, de se dire, en fait, c'est pas moi qui vais déterminer quel est le bon salaire pour chacun d'entre vous, parce que chacun est différent et je connais pas vos vies suffisamment pour dire, quel serait le bon salaire pour toi, mais plutôt d'essayer d'arriver, alors ça c'est l'objectif final, est-ce qu'on y arrivera, je n'en sais rien, à ce qu'on appelle l'autodétermination du salaire. Oui, c'est ça, c'est une forme d'auto-évaluation en fait, mais est-ce que finalement, du coup, ils vont plus être rémunérés à leur performance? La notion de performance, elle existe toujours en fait dans notre modèle, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les entreprises opales sont souvent, pas souvent, quasiment toutes celles que j'ai étudiées sont plus performantes que leurs concurrents dans le même secteur d'activité. Alors pour plein de raisons, déjà il y a un autre point, là c'est vrai que je passe sur un autre sujet, mais c'est ce qu'on a constaté dans ces entreprises-là, c'est qu'elles avaient des overhead costs, des frais généraux, qui étaient beaucoup plus bas que leurs concurrents. Et je vais prendre notre exemple des ESN, en moyenne, il est de 18%, c'est-à-dire tous les frais, les bureaux, le commercial, l'admin, le juridique, tout ce qui concerne pas, on va dire, les consultants, c'est à peu près ça. Et l'objectif, c'était de passer de 18 à 8%. Donc pour réduire effectivement les frais, déjà c'est pourquoi, on se pose sur la question du why,
c'est que premièrement, ça permet, et on l'a vécu ces dernières années, d'amortir les périodes difficiles un peu mieux que les autres, quand on a des frais généraux moins importants. Et puis surtout, ça permet encore une fois que cette valeur ajoutée, c'est-à-dire que ces montants qu'on va pas dépenser dans de l'admin, qu'elle soit partagée entre les différents membres de l'entreprise. Donc on a entrepris cette étape, on est passé là en 2 ans de 18 à 11%, donc c'est cool. On a encore 3 points à aller chercher pour justement être très très performant sur ces sujets-là, et donc du coup d'avoir une latitude beaucoup plus forte et d'aller chercher une politique de rémunération qui soit beaucoup plus innovante. Et dans la politique de rémunération, la performance fait partie de toute façon des KPI. Cette notion-là, elle ne partira jamais, parce qu'il faut qu'on soit capable de pouvoir s'évaluer. Et donc l'évaluation ou la valorisation de la performance, justement, là aussi, il n'y a pas de processus, il n'y a pas une DRH qui va décider pour moi. Si à un moment donné j'ai un doute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à un autre membre de mon équipe de dire qu'est-ce que tu penses de mes compétences, sur quoi je peux encore progresser. Donc il va solliciter un référent, il peut solliciter un commercial, pourquoi pas, qui connaît bien le marché. Mais au bout du compte, on essaie là aussi de responsabiliser, on appelle ça la rémunération autonome aussi. Donc il y a des entreprises qui ont basculé vers ces sujets-là. En général, c'est plutôt des startups. Mais nous, on a cette croyance-là, d'arriver à ce stade où finalement chacun d'entre nous peut s'autodéterminer de façon bien sûr responsable et professionnelle, parce que on va dire, on a une sorte de référentiel chez Bison, on appelait ça notre manifeste, dans lequel il y a des préceptes vraiment très forts. Et les 2 principaux, c'est que personne ne devra utiliser la force, et que tous les engagements devront être tenus. Pour nous, ça c'est essentiel. Voilà. Et donc on considère que chaque salarié est responsable et professionnel. Ce sont les postulats de départ, autrement ça ne peut pas marcher. Vous avez eu une première tranche de vie professionnelle en tant que sportif de haut niveau. Vous avez été un des meilleurs joueurs mondiaux de tennis. Vous avez ensuite évolué dans la carrière tech, on va dire, un petit peu en autodidacte. Est-ce que vous pensez que les entrepreneurs aujourd'hui peuvent se lancer en autodidacte, ou il faut avoir fait de longues études? C'est vrai que je dois reconnaître qu'il y en a peu qui ont mon parcours. Donc c'est vrai qu'en règle générale, les patrons de boîtes, surtout dans le secteur de la tech, sont en général ou des ingénieurs ou des commerciaux qui viennent d'écoles de commerce. Donc c'est vrai que je suis un petit peu à part. Après, c'est amusant parce que j'ai participé pendant 1 an ou 2 ans en tant que mentor, justement, pour une association qui avait en charge justement la reconversion des sportifs de haut niveau. Alors déjà, oui, le sport de haut niveau, ça vous développe plein d'aptitudes. Donc ça, c'est clair que on sait ce que c'est que la résilience, on sait ce que c'est que l'échec, on sait ce que c'est que le respect de l'autorité. Enfin bref, il y a plein de valeurs qui sont hyper utiles et qui donc j'ai pu évidemment utiliser. Ensuite, si je suis pas sportif de haut niveau et que je suis entrepreneur et qu'effectivement je suis un autodidacte, ce qui est mon cas, oui, parce que du coup, on va utiliser d'autres aptitudes. Donc ça sera moins cadré, c'est sûr, quelqu'un qui a fait des études, puisque du coup on va être obligé d'utiliser peut-être d'autres compétences qui vont nous permettre. Donc oui, si. La notion d'études, pour moi, c'est pas un sujet. Pour moi, l'entrepreneur, c'est plus une question de mindset que de formation. Et s'il n'y avait qu'une qualité essentielle, on va dire, que devrait avoir un entrepreneur, vous conseilleriez quoi? Alors, en tout cas, une qualité, c'est la résilience. C'est-à-dire de considérer que l'échec fait partie du processus. Et très souvent, moi j'ai vu des entrepreneurs qui arrêtaient alors que peut-être ils étaient très très proches du but. Parce qu'au bout d'un moment, l'échec, c'est compliqué un échec, mais ça n'existe pas un entrepreneur. Il suffit de voir d'ailleurs même des grands entrepreneurs. On peut prendre le fondateur d'Alibaba, c'est assez drôle quand on voit ses vidéos où il a à peu près raté tout ce qu'il voulait dans toute sa jeunesse, le bac. Enfin bref, il a une vidéo qui est très drôle d'ailleurs sur le sujet et qui est devenu qui a créé une entreprise incroyable. Donc oui, il faut accepter que de toute façon il y aura des échecs. Il faut accepter, il faut aussi avoir moi aussi, ce qui est très important pour moi, c'est cette capacité de switcher. Et ça, souvent, les jeunes entrepreneurs le font très bien. C'est-à-dire, ils appellent ça opérer un pivot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une idée, mais si on sent que l'idée, finalement, c'est peut-être pas la bonne, il faut pas,
être capable à un moment donné de peut-être de prendre un virage pour aller vers autre chose. Et ça aussi c'est important. Voilà, donc cette souplesse d'esprit pour se dire j'ai une idée, mais il faut que je sois en capacité d'être agile et de voir comment les choses évoluent. Et peut-être que mon idée de départ sera pas la même que finalement le produit final. Et puis être résilient parce que ça va nécessiter d'accepter beaucoup d'échecs avant d'avoir des résultats qui soient ceux qu'on espère, quoi. Merci beaucoup Jean-Marc. Je vous en prie, Christelle. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.